Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Les États membres ont rouvert cette semaine les frontières intérieures de l'Union européenne. Pour de nombreuses personnes, il s'agit du signe le plus visible d'un retour à la normale. Mais de nouveaux foyers d'infection de coronavirus sont aussi apparus dans des pays où l'on pensait que la situation était sous contrôle. En Allemagne, en Nouvelle-Zélande et en Chine. À Pékin, les autorités ont bouclé plusieurs quartiers avec une précision militaire, ce qui n'a rien de surprenant lorsque l'on connaît la nature du régime chinois. En Asie, la Chine se montre plus assertive et n'hésite pas à montrer ses muscles militaires lorsque Pékin pense que cela est nécessaire. Les autorités semblent vouloir donner une autre portée à cette démonstration de force, ce qui inquiète l'OTAN. La Chine investit massivement dans des capacités militaires longue portée, des missiles qui peuvent atteindre tous les alliés de l'OTAN en Europe, et elle modernise ses forces nucléaires. Ce n'est pas l'OTAN qui se déplace vers le sud de la mer de Chine, en fait, c'est la Chine qui se rapproche de nous. Le Parlement européen a condamné cette semaine la stratégie agressive menée par la Chine concernant la nouvelle loi de sécurité à Hong Kong. L'Union européenne aura amplement l'occasion de faire part de ses réclamations aux autorités chinoises lors du sommet virtuel prévu lundi. Les eurodéputés se sont aussi penchés sur un autre dossier beaucoup plus proche, le racisme. Le mouvement Black Lives Matter est désormais international. En Europe, les manifestations ont ciblé les symboles du colonialisme et du racisme en s'attaquant à des monuments ou à des statues. La présidente de la Commission européenne apporte son soutien aux manifestants. Ursula von der Leyen estime qu'il est temps d'entendre leur voix et d'agir. Et puis, il y a eu cet aveu. Regardons cet hémicycle. La diversité de notre société n'est pas représentée. Et je serai la première à admettre que la situation n'est pas meilleure au sein du collège des commissaires ou au sein des équipes de la Commission européenne. C'est pourquoi je dis que nous devons parler du racisme et nous devons agir. Il est toujours possible de changer de direction s'il y a la volonté de le faire. Retrouvons l'historienne Margaret Macmillan, professeure à l'Université de Toronto et professeure émérite à l'Université d'Oxford. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes spécialiste de l'histoire impériale britannique, une époque où on érigeait les monuments aujourd'hui vandalisés. Qu'avez-vous pensé lorsque vous avez vu ces images de statues démontées? C'est au cas par cas. Je n'aime pas voir les gens décider quelles statues ils vont démonter sans passer par un véritable processus. Mais parfois, je pense, quand vous souhaitez vraiment vous débarrasser d'une statue, il y a un sentiment populaire. Si j'avais vécu en Europe de l'Est en 1989, j'aurais voulu me débarrasser des statues de Lénine et de Staline, car je n'en voulais pas dès l'origine. Il y avait beaucoup de discussions à Bristol à propos de cette statue d'un marchand d'esclaves qui a été déboulonnée. Je préférerais qu'elle reste, je préfère la voir comme un moyen d'enseigner l'histoire, je préfère la voir dans un musée. Mais parfois, les gens font la justice. Non seulement nous avons vu des manifestants vandaliser des statues, mais aussi des contre-manifestants pour défendre ces monuments. C'est la prochaine étape d'une guerre culturelle? J'espère que non. Nous avons d'autres choses pour lesquelles nous devons nous inquiéter. Nous faisons face à d'autres grands problèmes dans le monde, sans parler de l'épidémie de Covid-19. Il faut s'inquiéter par exemple du changement climatique. Parfois je pense que se battre pour des statues peut être une distraction pour différents changements sociaux auxquels nous devons penser. Et souvent ceux qui déboulonnent ces statues, comme leurs défenseurs, sont une très petite minorité. Et parfois on leur donne trop d'importance et trop d'attention. À l'origine, il s'agit de mouvements de protestation contre les violences policières et contre le racisme aux États-Unis. On débat sur le fait que les choses sont différentes en Europe. Est-ce que le racisme systémique existe en Europe? Je trouve toujours le concept de racisme systémique délicat car il est difficile de le définir exactement.
Si c'est un système qui engendre des discriminations contre des gens d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, alors cela fait partie du système. Mais si ce sont des cas isolés de personnes racistes qui sont odieuses avec les autres et qui font acte de discrimination, alors ce n'est pas systémique. Mais je pense que l'on voit parfois des institutions qui rendent les choses difficiles pour permettre aux minorités d'avancer. Encore une fois, il faut regarder au cas par cas. Ce que je trouve intéressant à propos de ces réflexions sur le racisme en Europe, c'est que cela s'inscrit dans ce qui se passe aux États-Unis. Je pense qu'il est plus important pour les Européens de regarder ce qui se passe dans leur propre pays et non pas de se focaliser sur ce qui se passe à l'étranger. Que faut-il faire pour améliorer la situation? Comment améliorer les choses? Je pense qu'il faut agir au niveau de l'éducation. Je pense que plus les gens sont éduqués, plus ils peuvent se comprendre. Je pense que c'est ce qui se passe au niveau politique pour aider ceux qui, par le passé, ont été défavorisés et plus pauvres. Je pense que la classe sociale est importante. L'origine, l'ethnicité peuvent être un indicateur important de précarité, tout comme la classe. Je pense que c'est une lutte constante. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas traitées justement dans nos sociétés et nous devons le savoir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Cette résurgence du racisme est peut-être une double conséquence de la pandémie, le virus qui refuse de disparaître et la crise économique. Cette dangereuse combinaison laisse les personnes dans l'incertitude et l'insécurité et elles cherchent donc des boucs émissaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Avant de se quitter, voici quelque chose de réjouissant venu de République tchèque, la première maison imprimée en 3D. Le bâtiment est réalisé à l'aide d'un robot industriel équipé d'un bras d'impression spécial. L'ingénieur explique que le béton coule comme du miel. La maison peut prendre la forme que vous souhaitez et peut être montée à la campagne, en ville et même sur l'eau. Autrement dit, vous pouvez choisir votre coin. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.